En 1891, un projet colossal est lancé, le Transsibérien. C'est alors le début de la construction d'un chemin de fer traversant la Russie de part en part. Cette ligne hors norme est constituée de 9200 km de rails, traverse 7 fuseaux horaires et plus de 990 gares. Laissez-moi vous raconter l'histoire du Transsibérien, de ses débuts mouvementés jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue à bord, vous écoutez Train de nuit. Avant 1890, la Russie compte très peu de voies ferrées au kilomètre carré comparé aux pays d'Europe. Pourtant, dans ce pays, les conditions climatiques, routes boueuses en été, enneigées en hiver, ainsi que l'immensité du territoire rendent les déplacements terrestres particulièrement compliqués. Le train s'impose alors comme le moyen de transport idéal pour parcourir le pays. C'est en 1891 que le projet du Transsibérien est lancé sous le règne de Alexandre III de Russie. Le but, accélérer le développement de la Sibérie et transporter des marchandises. Il est également envisagé de s'en servir pour permettre le déplacement rapide des troupes militaires en cas de conflit à l'Est, notamment en prévision d'une guerre avec le Japon. Un projet aussi ambitieux a forcément un coût. Il est d'abord estimé à 130,5 millions de roubles, mais le coût final atteindra les 600 millions, soit 4,5 fois plus que le budget initial. C'est donc un chantier colossal qui débute, et la construction de la ligne commence par chacune de ses extrémités en même temps. 5 ans après le début de la construction du Transsibérien, le tsar Nicolas II, fervent orthodoxe, entreprend un projet pour que les travailleurs qui participent au chantier sur de longues durées puissent se rendre facilement dans une église au moins une fois par semaine. Sa solution ? Le wagon-chapelle. Tout simplement une chapelle sur rail. Il s'agit d'une voiture équipée de fenêtres de style byzantin avec des cloches sur le toit pour appeler à l'office. L'intérieur est décoré de motifs religieux russes et de peintures représentant des images saintes. 9 ans après le début des travaux, 5400 km de rails sont posés, mais la progression est lente. La raison ? Le tsar fait travailler prisonniers et bagnards, mais cette main-d'œuvre n'est pas qualifiée, ce qui ralentit l'avancement du projet. Mais malgré le fait que le tiers de la ligne n'est pas encore construite, des trains circulent déjà sur les portions qui sont terminées. Vers 1900, le chemin de fer transsibérien se compose alors de 2 grandes parties qui se rejoignent de chaque côté du lac Baïkal. D'un côté, une ligne longue de 3313 km reliant Moscou à Irkoutsk. De l'autre, une ligne longue de 1190 km reliant Irkoutsk à la frontière de la Mandchourie. Cette dernière est prolongée par une autre ligne qui relie directement Vladivostok en traversant la Mandchourie, qui est un territoire non russe. Le but étant bien sûr de créer un chemin de fer pour rejoindre les 2 portions en contournant le lac Baïkal par le sud. Mais c'est un chantier extrêmement long et coûteux qui s'annonce, car ce lac est immense. C'est l'un des lacs les plus profonds du monde, avec environ 1,7 km de profondeur. Sa surface, quant à elle, avoisine les 31 700 km², soit quasiment 1000 km² de plus que la surface de la Belgique. Il faut donc trouver une solution pour relier ces 2 lignes en attendant le contournement. C'est un projet fou qui est mis en place à l'époque. Faire monter les trains dans des bateaux brise-glace pour traverser le lac été comme hiver. Cependant, cette solution va être rapidement stoppée pendant l'hiver suite à plusieurs incidents causés par les conditions météo de la Sibérie et de la couche de glace qui pouvait atteindre 2 mètres d'épaisseur. Sauf qu'en 1904, c'est le début de la guerre russo-japonaise et il est alors indispensable de pouvoir traverser le lac par tout temps. Une solution surprenante va être mise en place. Une voie ferrée est installée directement sur la glace du lac et les wagons sont tirés par des chevaux. Mais 1 an plus tard, en 1905, le contournement du lac Baïkal est enfin terminé et représente 277 km. La ligne est donc totalement en service, reliant Vladivostok à Moscou. En 1910, 2 types de trains circulent régulièrement. La CIWL, Compagnie internationale des wagons-lits, bien connue pour être à l'origine du célèbre Orient Express, fait circuler des trains luxueux de manière hebdomadaire. Des trains russes plus humbles circulent également pour un prix bien moindre. Les trains de la CIWL sont de véritables hôtels roulants.
Ils sont composés de 4 voitures de première et deuxième classe pour 82 voyageurs. À bord, c'est le luxe. On y trouve des salles de bain, douches et salles de sport, un restaurant, un salon de coiffure et une terrasse en queue de train. Le tout dans une décoration des plus luxueuses. La vitesse du train avoisine les 25 km/h. Le trajet dure 2 semaines environ quand il n'y a pas de déraillement dû au mauvais état des voies ferrées du réseau. En 1914, Blaise Cendrars, écrivain suisse, publie La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Un long poème en vers libre, qui n'est donc soumis à aucune contrainte formelle, où l'artiste raconte l'histoire d'un voyage en train de Moscou à la Mongolie pendant la Révolution russe et la guerre russo-japonaise de 1905, accompagné par Jeanne, une jeune prostituée. Ce poème utilise des vers libres saccadés qui semblent restituer le mouvement du train et un vocabulaire surprenant utilisant des vers tantôt lyriques et épiques, tantôt réalistes ou vulgaires. En voici le premier paragraphe. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et 7 gares. Et je n'avais pas assez de 7 gares et de 1003 tours. Car mon adolescence était si ardente et si folle. Que mon corps tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voies anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. En 1917, les bolcheviks l'emportent sur l'armée du tsar et en 1922, Staline arrive au pouvoir. Il déteste l'avion, alors privilégie le train, mais redoute les espions qui pourraient s'y cacher. À partir de 1933, il voyage dans un train spécial et fait placer des gardes le long de son itinéraire. À partir du 22 juin 1941, l'Allemagne nazie commence à envahir l'Union soviétique, mais rencontre rapidement un problème majeur. En effet, l'écartement des voies en URSS est plus large de 9 cm par rapport à la plupart des pays européens. Résultat, impossible pour les Allemands d'utiliser leurs trains blindés et chars d'assaut sur la ligne transsibérienne, ce qui compliquera fortement leur projet d'envahissement de l'URSS. En 1970, l'électrification de la ligne, qui avait commencé après la Seconde Guerre mondiale, se termine enfin. Les voitures des trains russes, bien qu'anciennes, continuent de rouler dans un certain confort, aménagées avec des tapis de velours rouge, des boiseries et des bronzes. Dans le couloir, on peut se faire du thé grâce au samovar, qui est un ustensile qui permet de faire bouillir l'eau. La voiture-restaurant propose des repas chauds, principalement composés de poissons peu cuits et de choux. Le tourisme dans le pays se développe après 1991, suite à la chute de l'URSS. À l'origine, cette ligne de chemin de fer a été pensée pour une chose, relier Moscou à Vladivostok plus rapidement, d'un bout à l'autre de la Russie. Mais avec le temps, le transsibérien est devenu une artère commerciale majeure. Chaque année, environ 20 000 conteneurs l'empruntent pour rejoindre l'Europe, dont plus de 8 000 en provenance du Japon. Près d'un tiers des exportations russes passent par là. En ce qui concerne le transport de voyageurs, bien que les services aériens sont aujourd'hui moins coûteux que le transport ferroviaire, les trains qui circulent sur le transsibérien sont toujours fréquentés par les locaux et une clientèle internationale. Les trains russes sont divisés en 3 classes. En première classe, les compartiments disposent de 2 couchettes transformables en canapé pendant la journée. En deuxième classe, chaque compartiment compte 2 lits superposés. La troisième classe, elle, est constituée de compartiments ouverts avec des lits superposés, 2 le long du couloir, faisant face à 2 autres dans le sens de la marche. Le transsibérien n'est donc pas seulement une prouesse technique ou un vestige du passé, c'est un réseau toujours en mouvement. Il continue de transporter des marchandises ou des passagers à travers le pays. Aujourd'hui encore, il constitue le cœur du réseau ferroviaire russe, l'un des plus vastes au monde avec celui des États-Unis, et joue, depuis le XIXe siècle, un rôle clé dans le développement industriel et économique de la Russie. Le voyage à bord du train de nuit touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Et rendez-vous bientôt pour un prochain départ.